Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur 100% cyclisme, deuxième étape de Tirreno Adriatico après le chrono d'hier. Aujourd'hui c'est une étape de plaine qui ne devrait pas échapper aux sprinteurs. 190 km entre Camaiore et Follonica, une seule difficulté au programme à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, la montée de Canetto, 4 km à 3,8% de moyenne. Il y aura eu un petit sprint intermédiaire, une vingtaine de kilomètres avant et c'est à peu près tout. Il y aura simplement un départ en montée, un départ à 5% de moyenne sur 2 km. Alors, il n'y a pas de point de la montagne au sommet de cette petite difficulté, mais ça sera la rampe de lancement parfaite là, pour les échappées, pour une petite échappée de se créer et de prendre des distances très rapidement avant de se lancer dans une longue partie plate jusqu'à l'ascension donc, du Canetto et puis ensuite 60 km encore tout plat pour finir. C'est donc les grosses cuisses, les sprinteurs que l'on va suivre aujourd'hui. Le grand favori, c'est l'Italien Jonathan Milan de la Lidl Trek. Mais il aura quelques adversaires et en premier lieu Olaf Koy, le coureur de la Visma Lease Bike, qui est aussi vraiment un très bon sprinter. Il y en a d'autres quand même. Il y a Dylan Groenewegen pour la Jayco Alula. On a Brian Coquard qui est là pour la Cofidis et côté français. On a aussi Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step, voire Paul Penouet pour la Groupama FDJ qu'on a hâte de voir là, le jeune français sur des sprints comme ça avec de la grosse concurrence. On a également Sam Bennett qui est là, l'Irlandais pour la Decathlon AG2R la mondiale. Et puis, est-ce que Mathieu Van Der Poel va se mêler à ces sprints? On ne sait pas. D'habitude, il est le lanceur de Jasper Philipsen. La Philipsen n'est pas là, donc est-ce qu'il va aller faire les sprints pour lui-même? C'est ce qu'on va voir. Il y en a encore quelques autres des sprinteurs, comme Jake Stewart pour l'Israël Première Tech, or Luis Aolar, le Vénézuélien de la Movistar, qui est aussi un sprinter. On a Casper Van Hunden pour la Picnic Post-NL, voire Michael Zilliard pour la Tudor, ou Magnus Kort pour l'UnoX Mobility. Voilà quelques coureurs qui vont se mêler aujourd'hui au sprint massif pour tenter, s'il y a sprint massif, on ne sait jamais avec l'échappée, mais bon, sur les étapes comme ça de plaine, course World Tour, ça sent le sprint. Qui sera le plus fort aujourd'hui? Deuxième étape de Tirreno Adriatico. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, un attaquant dès le kilomètre 0. C'est un coureur de la Bardiani. Oui, il y a quelques équipes évidemment Pro Tour invitées. Et c'est un coureur qu'on connaît bien. C'est Manuele Tarozzi. Pourquoi on le connaît bien? Parce qu'on l'a vu, souvent à l'attaque, voire même tous les jours à l'attaque sur l'UAE Tour. Il se battait là avec les coureurs de la Vini Fantini pour le maillot noir du classement des sprints intermédiaires qu'il a perdu finalement. Et là, il est encore là, puisque la Bardiani est invitée, mais pas la Vini Fantini. Les autres équipes Pro Tour invitées, ce sont l'UnoX Mobility, la Tudor Pro Cycling, Q365 Cycling Team, l'Israël Première Tech et la Team Polti Visit Malta, qui est la dernière équipe invitée. On n'a pas la Lotto et on n'a pas donc non plus la Vini Fantini. Manuele Tarozzi qui est parti. Dès le premier kilomètre, pour l'instant, il n'y a personne qui l'a suivi. Tout seul, le pauvre Manuele Tarozzi. Il n'y a personne qui a daigné l'accompagner là, dans cette échappée au long cours, un peu perdu d'avance. Il est seul devant. On est à 150 km de l'arrivée. Il a déjà parcouru une quarantaine de kilomètres. Il a 5 minutes d'avance sur le peloton, tranquillement géré par les coureurs de la Lidl Trek. Voilà. Manuele Tarozzi, seul à l'attaque. Au moins, il n'aura pas à se lutter là, pour les points de la montagne. S'il y arrive, il est encore loin, la seule ascension du jour. Il est tout seul, il est sûr de ne pas se faire avoir au sprint s'il arrive jusque-là. On l'espère quand même, mais voilà, il est tout seul devant Manuele Tarozzi. Ça va être une belle et longue journée pour lui devant. Heureusement, il fait beau. Donc, c'est déjà ça de prix pour l'Italien, qui est le leader de la Bardiani et qui est tout seul devant aujourd'hui. 100 km de l'arrivée, l'écart qui descend petit à petit. Le peloton qui ne s'affole évidemment pas. Un seul homme devant, c'est pas du tout dangereux. On a un coureur de la Visma Lease Bike, Stefan Kruijswijk, qui fait également le tempo avec les coureurs de la Lidl Trek. Là, on roule pour Olaf Koy. On a quelques coureurs de la Bahrain Victorious aussi qui se mettent en tête du peloton. Peut-être on roule pour Robert Stannard, voire Andrea Pasqualone. Voilà, aussi tout simplement pour tourner les jambes, parce qu'on doit s'ennuyer un petit peu dans le peloton. C'est une étape vraiment tranquille pour l'instant. Tarozzi seul en tête. Du coup, Tarozzi... on va un petit peu le présenter, Manuele Tarozzi, d'autant plus qu'on ne l'avait pas fait sur l'UAE Tour. On avait préféré les coureurs de la Vini Fantini. Donc voilà, là, il mérite sa petite présentation. L'Italien de 26 ans qui n'a jamais joué dans une équipe World Tour. Il a toujours été en
en seconde division, qu'il a rejoint en 2021. D'abord du côté de l'Androni Gioccatelli Sidermec, avant de rejoindre dès 2022 la Bardiani Faesane, où il est toujours cette année. C'est donc sa 4e année du côté de la Bardiani, l'équipe italienne de niveau Pro Tour. Il compte quand même 3 victoires, 3 victoires professionnelles. Une étape du Tour du Rwanda en 2023. Et puis l'an passé, il a remporté une étape du Tour de Langkawi en Thaïlande et une étape du Tour du lac Qinghai en Chine. Bon, voilà, pas les courses forcément les plus prestigieuses, mais bon, il faut aller les chercher. On se met face à un coureur complet, assez bon grimpeur, bon puncher, qui sait aussi sprinter. Il est donc plutôt complet, sauf sur le contre-la-montre. Il n'est pas bon. Hier, il a fait 148e. Donc là, on est plutôt sur une mauvaise performance. Mais voilà, c'est un coureur plutôt de classement général, en fait, Malouet Tarozzi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est le leader de son équipe sur ce Tirreno Adriatico. Et puis, il a participé une fois au Giro quand même, Tarozzi. C'était l'an passé. Il n'est pas réussi à faire de top 10. Il a fait 11e d'une étape. Mais pas de top 10 malheureusement pour lui. Au classement général, il était loin. Il a fini 102e, évidemment. Mais il cherchait plutôt les étapes. Mais pas de top 10 malheureusement pour lui. Il a participé aussi une fois à Milan-San Remo. Bon, forcément la classique italienne. Mais là, encore une fois, il avait fini anonymement très loin des premiers à la 155e place. Donc voilà, rien de flagrant. Et puis donc cette année, on l'a vu participer à l'UAE Tour, où il était à l'attaque quasiment tous les jours. Je vais vous dire, il était à l'attaque 4 étapes sur 7, sachant qu'il y avait un chrono en plus. Donc voilà, il était quasiment à l'attaque tout le temps. Il a fini loin au classement général, 98e, mais voilà, 6e au classement par points, puisqu'il a pris pas mal de sprints intermédiaires. Et 3e, il me semble, au classement du maillot noir. Aujourd'hui, il devrait passer en tête. La seule difficulté du jour est se parer du maillot de meilleur grimpeur. Il y sera dans encore une trentaine de kilomètres. Il faut qu'il tienne bon. Et puis il va passer le sprint intermédiaire aussi en tête. Et puis derrière, du coup, ça sera le peloton qui va passer. Et on va voir comment ça va se battre un petit peu là pour les points du maillot de meilleur sprinter, mais aussi pour les secondes bonus qu'il y a à prendre. Là, il y aura le peloton, il y aura petit quelque chose à aller chercher. On va voir qui va se battre pour ses secondes et ses points. En attendant, Manuel Tarozzi, lui, a 2 minutes 36 secondes d'avance à 96 km de l'arrivée. On va y arriver à cet unique, d'ailleurs, sprint intermédiaire de la journée. 5 points pour celui qui passe en tête, 3 pour le second, 2 pour le troisième et 1 pour le quatrième. Et puis 3 secondes pour celui qui passe en tête en plus. Bonus et 2 secondes pour le deuxième et 1 pour le troisième. Donc Manuel Tarozzi, qui est toujours en tête avec 1 minute et 33 secondes d'avance sur le peloton, va prendre 5 points et 3 secondes. Mais il y a 2 et 1 seconde à aller chercher. Alors qui va se battre pour ces secondes? Ou est-ce que les sprinteurs vont aller chercher les points pour le maillot de meilleur sprinter? On va voir ça. Tarozzi qui évidemment passe seul en tête sur ce sprint intermédiaire. Quel va être le comportement du peloton derrière? On voit la team Emirates qui commence à faire un train. Peut-être pour tenter d'amener Ayuso. Ouais, je pense qu'il va aller faire le sprint. Il a Romain Grégoire dans sa roue. Juan Ayuso là. On a Jonathan Milan aussi bien placé. A priori, Jonathan Milan, il veut aller les points. Il veut chercher lui. C'est pas pour les secondes. C'est pour le maillot de meilleur sprinter. Alors que Ayuso, c'est plutôt pour les secondes. Et Grégoire, c'est un peu pour les deux peut-être. Je ne sais pas. Et Milan qui du coup va s'imposer facilement sur ce sprint. Derrière, il y a la lutte entre Ayuso. Et c'est pas Grégoire. C'est un coureur de la Red Bull Boransgro. C'est Roger Adria qui est venu faire le sprint. Alors Adria, je pense qu'il est venu pour essayer d'empêcher Ayuso de prendre cette petite seconde. En l'honneur de son leader Jane Lay qui lui peut pas faire le sprint, mais c'est bien Ayuso qui passe en 3e position. Milan donc qui passe en 2e position et prend 2 secondes. Et Ayuso qui prend une petite seconde. Adria qui termine derrière et Romain Grégoire termine 5e et ne prend aucun bonus. Tiens, on a 2 coureurs là qui essayent de sortir du peloton. Ah, c'est pas cool pour Manuel Tarozzi parce qu'ils sortent là alors qu'on s'approche de la première montée, la seule montée du jour. C'est les coureurs de la Polti Visit Malta, l'autre équipe italienne. Manuel Tarozzi, il avait plus que 50 secondes d'avance, donc c'est vrai que ça se réduisait terriblement. Et là, ces 2 coureurs d'une même équipe, ils vont même sûrement réussir à rentrer sur lui là. S'il travaille bien, Tarozzi, ça fait 100 km qu'il est tout seul devant. On est à 10 km du début de l'ascension, donc 10 km pour combler 42 secondes. Ça paraît pas mal. Et Manuel Tarozzi, qui était tout seul devant et qui pensait au moins ne pas avoir à lutter pour ce sommet, pour cette montagne-là, pour aller prendre les points et être sûr d'avoir le maillot et d'être sur le podium ce soir, ça se complique tout à coup, là, avec ces 2 coureurs de la
de la Polti Visite Malta qui sont sortis. Alors, c'est Andrea Pietrobonne. Non, c'est pas Andrea Pietrobonne. C'est Davide Bais et Alessandro Tonelli qui sont partis à la poursuite de Manuel Tarozzi. Voilà, deux Italiens qui en poursuivent un autre. Bah, c'est normal, on est sur le Tirreno Adriatico. C'est le moment de se montrer, mais ils vont probablement revenir sur Tarozzi avant le début de l'ascension. Et ils seront beaucoup plus frais que Tarozzi, puisqu'ils n'ont pas passé la journée devant. Il pourra bien lui voler les points qu'il y a à prendre au sommet, là. Il s'est bel et bien fait reprendre, le pauvre Tarozzi, là, par le duo Bais-Tonelli. Et en plus, maintenant, ils sont deux contre lui, quoi. Hein. Donc, voilà, il y a des attaques en plus. Et du coup, forcément, s'il y en a un qui attaque, c'est à Tarozzi d'y aller. Et l'autre qui reste dans sa roue et qui va peut-être le contrer. Oh là là là, scénario catastrophe pour Manuel Tarozzi. Il avait déjà pas eu de chance sur le tour. Il était toujours aussi tout seul contre deux Vini Fantini. En général, contre Carlos Samudio et George Djuric. Et bah là, c'est bis repetita, mais avec des coureurs de la Polti Visite Malta. Oh là là là. On est encore à 3 km 500 du sommet. Et bah, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Ils ont finalement arrêté un petit peu de l'attaquer là. Ils ont dit... Ils ont décidé d'être sympas. Ils roulent, il faut dire que le peloton commençait à revenir derrière aussi. Donc s'ils faisaient que s'attaquer puis ralentir, ils risquaient de se faire reprendre par le peloton. Bah, les mieux qu'ils collaborent un petit peu, là, les deux coureurs de la Visite Polti Malta, avec Tarozzi qui lui, du coup, par contre, ne passe plus de relais. Il y a 5 points à prendre au sommet pour celui qui passe en tête dans cette course au maillot vert. Hein. Il est vert, le maillot de meilleur grimpeur sur Tirreno Adriatico. 3 points pour le second, 2 points pour le troisième et 1 point pour le quatrième. Mais ça sera pour le peloton. Le Caneto, c'est pas facile. Alors qu'il y a une attaque là, ça y est, il y a une attaque d'un des coureurs de la Visite Polti Malta. On est à 1 km 500 du sommet. Et ça y est, on décide de renouveau faire mal à Tarozzi qui doit y aller. C'est Alessandro Tonelli qui a attaqué. Tarozzi qui revient avec du coup Bais dans sa roue. C'est 4 km à 4%, donc c'est pas terrible, mais il y a des petits passages à 8-9% qui font mal quand même. Tarozzi qui revient sur Tonelli. Est-ce que Bais va immédiatement le contrer? Et voilà, Bais qui met le contre. À 700 mètres du sommet. Est-ce que Tarozzi qui tente d'y aller encore? Mais l'écart qui est un petit peu plus grand là. Bais qui a mis une plus grosse attaque. Tarozzi qui doit se rasseoir. Et à mon avis, c'est Davide Bais là qui est parti pour passer en tête. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est horrible pour Tarozzi. Tout seul, il n'y a personne qui a voulu l'accompagner dans cette échappée. Et les autres, ils le rejoignent juste pour 10-20 km. Et c'est Bais qui va prendre les points. Ouais, il est parti, il s'est envolé là, Davide Bais. Ils ont passé toute la journée au chaud dans le peloton. Ils l'ont rejoint quand l'écart n'était plus de 50 secondes. L'écart qui a remonté d'ailleurs depuis maintenant. Il y a 1 minute 15 d'avance sur le peloton pour les 3 hommes. Et Tarozzi non, il passera pas en tête. Il sera pas sur le podium ce soir. Davide Bais, il a fait même un énorme écart. Là, Tarozzi, il a complètement craqué, complètement lâché. Et du coup, il y a même Tonelli là, qui du coup, il voit que Tarozzi est un petit peu à bout et qui lui en met une pour aller prendre la deuxième place. Oh là 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 là. Davide Bais qui lui passe à l'instant en tête et prend les 5 points. Il sera maillot vert ce soir, meilleur grimpeur. Et derrière, c'est bel et bien Tonelli qui a réussi à lâcher Tarozzi qui passe en deuxième et Tarozzi qui ne prend que 2 petits points. Là, moralement, il doit avoir un coup sur la caboche. Là. Tarozzi, une journée à l'avant pour rien quasiment. Je suppose qu'il sera élu combatif du jour, mais ce sera qu'une maigre consolation là, parce que vraiment, il l'aurait mérité. Mais voilà, la Polti Malta était plus maligne. Et ça rappelle vraiment l'UAE Tour où c'était pareil. Tarozzi, c'était celui qui faisait le plus d'efforts, mais les Vini Fantini étaient les plus malins. Ils étaient toujours en supériorité numérique et ils l'ont eu à chaque fois. Et là, c'est encore pareil. Il faudrait peut-être qu'ils engagent un tacticien, la Bardiani, parce que ça va pas. Leur stratégie, à chaque fois, c'est généreux, mais ça fonctionne pas. Le peloton, pas de dégâts dans cette ascension. C'est pas là-dessus qu'il y aura des sprinteurs lâchés, surtout en début de tour. C'est Steven Kruijswijk qui toujours mène le peloton et qui du coup prend le petit point qui restait à prendre à ce sommet, mais je pense pas que c'était un objectif pour lui. Ça doit lui faire une belle jambe. On est à 62 km de l'arrivée. Les 3 hommes de tête qui se sont regroupés ont 1 minute 20 d'avance là sur le peloton. Est-ce qu'ils vont continuer leur effort alors que c'est quasiment peine perdue si loin de l'arrivée, ou est-ce qu'ils vont tranquillement attendre que le peloton les rejoigne? 50 km de l'arrivée, les 3 Italiens de tête n'ont pas relâché leur effort. Ils ont continué, même si ça va être compliqué. Ils n'ont plus que 36 secondes d'avance sur le peloton. Qui roule fort désormais pour revenir dessus. On s'amuse plus, mais le sprint est quasiment assuré. Alors du coup, on va s'intéresser à un potentiel outsider, à Jonathan Milan ou à Love Coy, un coureur peut-être qui pourrait créer la surprise. Et on va parler du jeune français, Paul Pénoët, qui est intéressant. On n'en a pas beaucoup des
des sprinteurs en France. Donc voilà, Paul Penhoët, c'est peut-être un potentiel futur vainqueur d'étapes sur des sprints, des grosses étapes, même si pour l'instant il n'a gagné que deux fois dans sa carrière. Le Tour du Finistère, une classique d'un jour en 2023, et puis une étape du Tour du Poitou-Charentes en 2023 aussi. L'an passé, il n'a pas remporté la moindre étape, pas la moindre victoire. Il compte beaucoup de victoires en catégorie junior ou sur des courses de moins grande envergure. Mais voilà, il faut qu'il confirme Paul Penhoët, lui qui a fait toute sa carrière à la Groupama FDJ. Il a signé pro en 2022. C'est donc déjà quand même sa 4e saison professionnelle. Coureur de 23 ans, il est plus non plus tout jeune. Donc le moment de la confirmation, ça serait peut-être temps. Alors est-ce que ça sera sur ce Tirreno Adriatico pour Paul Penhoët, qui n'a encore jamais participé ni à un grand tour ni à un monument? Et en World Tour, c'est quoi son meilleur résultat, Paul Penhoët? Il allait faire une 5e place sur le Tour de la Pologne en 2023 et une 4e place aussi sur le Tour du Benelux, le Renewi Tour. Ça, c'était l'an passé en 2024. C'est ça son meilleur résultat, une 4e place. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux cette année? Cette année, on l'a vu sur l'Étoile de Bessèges, où là aussi, il allait chercher des bons placements, mais pas de victoire. 3e d'une étape. Sur le Tour de la Provence, il a fait une fois 5e, une fois 6e. Donc voilà, il est quand même, ça serait vraiment une grosse surprise de le voir s'imposer aujourd'hui. Mais allez, au moins chercher un top 10 déjà, ce serait pas mal. Et pourquoi pas top 5 pour Paul Penhoët de la Groupama FDJ, le français, qui en tout cas va participer au sprint. C'est sûr, s'il est bien placé, il sera là. Oh, attention, là, il y a une chute juste dans la zone de ravitaillement. Là. Petite chute. On a des coureurs sur le coureur de la Soudal Quick Step là, sur le flanc. Et il y a David Gaudu aussi qui a été pris dans la chute. Il est allé s'asseoir sur le côté, David Gaudu. Oh, il s'est fait mal, Gaudu. Oh là là, il est allongé. Alors au début, il s'est relevé très vite. J'ai vu le coureur de la Groupama, je pense qu'il allait repartir. Mais en fait, il s'est juste écarté de la route. Et il allait s'allonger sur l'herbe sur le côté en se tenant le bras. Aïe, 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 ils sont deux coureurs. Hein. On a le Soudal Quick Step sur le sol. Et on a David Gaudu dans le fossé. Aïe, 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 c'est pas possible. Ah là là, c'est juste. Alors on n'a pas vu ce qui s'est passé. C'était dans la zone de ravitaillement. Alors est-ce qu'il s'est accroché avec un sac, un bidon? Est-ce qu'on va voir le ralenti? Alors que pendant ce temps, juste au même moment, là, il y a l'échappée qui va être pris. On est à 38 km de l'arrivée. Ah là là là, ça sent l'abandon pour ces deux coureurs, en tout cas pour Gaudu et pour le coureur de la Soudal Quick Step. J'ai pas vu qui c'était encore. C'est Pepijn Reinderik pour la Soudal Quick Step qui est toujours... il est assis sur le sol. Désormais, on le vérifie un peu de partout. On check ses côtes. David, il s'est fait mal au coude. On voit son coude en sang à David Gaudu. Et le ralenti nous dit rien parce que le ralenti s'est vu de la moto et tous les bidons étaient de ce côté de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accrochage tout bête, rien de particulier en fait, mais il y avait un seul de ce côté, il y avait un seul personne qui donnait les bidons pour l'UAE. Et il a l'air un petit peu, c'est un grand-père qui a l'air un petit peu tout perdu. Alors est-ce qu'il a mal donné son bidon et ça a entraîné une chute? Je sais pas. Mais ça sent pas bon pour David Gaudu. Il s'est relevé, il s'est tenu le bras et il allait s'asseoir dans le fossé. On n'a pas de vue d'hélicoptère de cette chute, donc on n'en sait pas plus. Il est reparti, Reinderik. Donc pour lui, ça a l'air d'aller, même s'il repart vraiment tout doucement. Pourtant, il avait l'air très mal allongé sur la route, mais ça a l'air d'aller. Alors que pour David Gaudu, on est en train de ranger son vélo. À mon avis, c'est l'abandon, ouais. C'est l'abandon pour David Gaudu. Ah oui, on le voit qui rentre dans sa voiture. C'est fini. Ah, c'est pas possible. C'est terrible. Mais quelle malchance. Sur cette zone de ravitaillement, là. C'est censé être... Alors, c'est la nouvelle règle. Ils ont fait désormais les zones de ravitaillement dans des zones très précises. Il n'y a plus des équipes qui se mettent un petit peu où elles veulent pour gérer la sécurité. Mais au final, ça ne marche pas trop, là, puisque tout le monde essaie de prendre un bidon en même temps. Il y a tous les soigneurs et les assistants qui tendent un bidon. Et du coup, là, ça a fait... on n'a pas bien vu l'action. Encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a fait accident. Et il n'y a qu'une seule victime. C'est David Gaudu, le leader de la Groupama FDJ. Ah là là, alors qu'il y avait, pour une fois, il y avait une concurrence peut-être à sa portée sur ce Tirreno Adriatico. David Gaudu, même s'il avait perdu pas mal de temps sur le chrono hier, on ne saura jamais. Parce que là, c'est l'abandon. On espère juste que ça ne sera pas trop grave et qu'il sera remis pour les prochaines échéances assez rapidement. Oh, attention, encore une chute. C'est Dylan Groenewegen qui est tombé là. Il a un coureur d'IF avec lui, un coureur de la Q36.5. Oh là là, c'est pas possible. Là, on est à 11 km de l'arrivée. Et je crois que Groenewegen, c'est lui qui est tombé. Hein. Il a touché une roue devant lui, déséquilibré, et il a emmené derrière lui. Alors on a Xavier Miguel Asparen pour la Q36.5. Et le coureur d'IF, lui, est toujours allongé sur le sol. C'est Michael Valgren.
Groenewegen, ça a l'air d'aller, il repart, il attend juste un vélo, ça repart aussi pour Xavier Miguel Asparren. Pour l'instant, c'est que Michael Valgren qui reste sur le sol. Ah là là, on est à 11 km de l'arrivée, donc pour Groenewegen, à mon avis, ça allait très vite dans le peloton, ça va être compliqué de revenir. Il ne pourra pas participer au sprint, mais au moins il est reparti. Il est déjà reparti, donc ça va. C'était sur une grande ligne là, une grande ligne droite, ça allait vite, mais ouais. Il a touché la roue de celui qui était devant lui et il est tombé. Là, c'est vraiment un manque d'attention de la part de Groenewegen. Mais c'est Michael Valgren qui a l'air d'être le plus touché par cette chute. Pas sûr qu'il puisse repartir. En tout cas, il terminera pas dans le peloton, ça c'est sûr. 4 km de l'arrivée et il vient juste de rentrer dans le peloton. Dylan Groenewegen, il faut encore qu'il remonte tout le peloton alors que ça va évidemment très vite à 60 km/h de moyenne. Ça va être très compliqué. Il a été ramené par 2 coéquipiers. Il faut qu'il retrouve un second souffle, qu'il monte et puis ensuite qu'il fasse le sprint. C'est un effort continu pour 10 km en gros. C'est assez terrible, mais bon, il aura peut-être sa chance de participer, mais voilà, avec tout l'effort qu'il a donné, ça va être dur d'être au meilleur de lui-même. Il est tout derrière le peloton. Et devant, ça va vite. On a plusieurs trains qui roulent, notamment bien sûr la Lidl Trek. On a vu aussi la Groupama qui était pas mal placée pour Paul Penhoët, malgré la perte de David Gaudu. On a la Uno X aussi qui est là. On roule pour qui du côté de la Uno X? Pour Magnus Cort probablement. L'Arkea BNB Hotel pour Amaury Capio qui est aussi qui a son train bien placé. La Bahreïn Victorieuse pour Robert Stannard. Et puis un beau train pour la Picnic Postenel aussi. Là, on travaille pour Casper Van Hunden. Voilà les équipes les mieux placées pour l'instant dans ce sprint à 3 km de l'arrivée. Tiens, c'est Magnus Cort Nielsen qui en fait fait le train pour la Unox Mobility. Donc, c'est pas lui qui va faire le sprint, c'est plutôt Søren Verenskold qui va. Bah oui, le récent vainqueur de Het Newsblad, il est en pleine forme. Il a fait un très bon chrono aussi hier. Ça va être lui, le sprinter pour la Uno-X, bien placé donc. Tiens, voilà Israël Première Tech qui se replace aussi pas mal. Là, on roule pour Pascal Ackermann. Ils ont Pascal Ackermann, l'Allemand, du côté de l'Israël Première Tech. C'est un bon sprinter aussi. Olaf Koy, un petit peu plus loin. Il a qu'un équipier avec lui. On le repère tellement bien, ses maillots jaunes. C'est magnifique. Ah, et la Soudal Quick Step de Paul Magnier qui se replace aussi. La Decathlon AG2R de Sam Bennett également. Allez, on a 2 coureurs de la Soudal Quick Step et 2 coureurs de la Decathlon. Et puis derrière, on a 4 coureurs de la Lidl Trek qui sont parfaitement alignés pour emmener Milan là. Pour l'instant, c'est assez limpide. Et on a Brian Cocard dans la roue de Milan. C'est le mieux placé. C'est la roue que tout le monde veut. Et c'est Cocard qui l'a. Ça y est, c'est parti pour le train de la Lidl Trek. Le premier des 4 qui fait le rythme. Là, il n'y a plus d'autres équipes qui peuvent faire un train. Tout le monde tente de prendre la roue de Milan. C'est Cocard qui est le mieux placé. On est sous la flamme rouge. Ah, de l'autre côté, quand même, il y a quelqu'un qui remonte. C'est la Groupama FDJ qui remonte. Oh, il y a un rond-point là, ça s'est resserré. Allez, c'est bien joué. Olaf Koy aussi bien placé. La Decathlon de Sam Bennett bien placé. Cocard, lui, s'est fait prendre sa place. C'est Sam Bennett, il me semble, qui désormais est dans la roue de Milan. Non, c'est Paul Penhoët pour la Groupama FDJ qui est dans la roue de Milan. Derrière, ça y est, il n'y a plus qu'un d'équipier pour Milan. C'est Simone Consoni probablement, son poisson pilote. Ah, il y a un virage là. Oh là là. Un coureur de la Tidor bien placé. Hop, qui prend la roue de Milan finalement. C'est parti pour la dernière ligne droite. Milan parfaitement lancé par Consoni. Il est toujours dans la roue pour l'instant. On a Michael Zilliard pour la Tudor derrière. Ça lance pour Milan. Paul Penhoët derrière. Olaf Koy encore derrière. Brian Cocard un petit peu plus loin. Pour l'instant, c'est toujours Milan qui semble être le plus puissant. Parfaitement lancé. Il va s'imposer facilement, mais facilement avec un vélo d'avance sur le coureur de la Tudor. Probablement Michael Zilliard. Et il me semble que c'est la 3e place là pour le coureur de la Groupama, Paul Penhoët. Ah bah voilà, j'ai bien fait d'en parler parce que là, ça va être son meilleur résultat sur une course World Tour avec ce podium. A priori, on va attendre le ralenti pour s'assurer de tout ça, à la fois des places et des coureurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Jonathan Milan qui s'impose. Et il s'impose facilement. Hier, Ghana était le favori et il s'est imposé. Aujourd'hui, Milan était le favori et il s'est imposé. C'est la fête aux Italiens sur Tirreno Adriatico pour l'instant. Allez, le ralenti en vue d'hélicoptère. Ouais, c'est Penhoët qui était parfaitement dans la roue de Milan. Et derrière, il est pris entre Olaf Koy et Cocard qui le passent d'ailleurs pour être dans la roue de Milan. Ouais, ils l'ont vraiment pris en sandwich. Mais finalement, dans le virage, il y a Michael Zilliard qui est arrivé de la droite et qui, hop, s'insère parfaitement dans la roue. Et Penhoët, lui aussi, refait un petit raccourci dans ce virage pour prendre la place derrière Zilliard. Olaf Koy dans sa roue. Et puis finalement, c'est voilà, chacun dans la roue de l'autre. Et une fois que Milan est lancé, ouais, il prend petit à petit, centimètre par centimètre, et il s'impose facilement. Plus d'un vélo d'avance sur Zilliard. Et on va voir derrière, s'assurer. Ouais, il nous montre, il y a tellement d'écart en fait que dans le ralenti, on voit que Milan, on voit pas les coureurs derrière. On aurait pu dézoomer un petit peu, monsieur le caméraman là. Il n'y a pas que le vainqueur qui compte. Mais bon, ils arrivent tous en fait en ligne indienne, donc c'est assez facile. Ouais, c'est bel et bien la 3e place pour Penhoët et la 4e pour Olaf Koy. 21e victoire de la carrière de Jonathan Milan. Et déjà sa 3e sur Tirreno Adriatico. Il en avait gagné 2 l'an passé.
et donc une cette année d'entrée. Et il aura d'autres opportunités en plus au cours de la semaine pour aller en chercher. Et c'est aussi déjà sa 4e victoire de la saison, hein. Sa 5e victoire de la saison même, puisqu'il avait remporté 2 étapes sur le Tour de la Communauté de Valence. Alors il y en a une, c'était un chrono par équipe, donc c'est vrai que ça compte moyen, on va dire 3,5. Il avait remporté la 5e étape au sprint, et puis il avait remporté, on l'avait vu, 2 étapes sur le Tour UAE, 2 sprints massifs. Et il s'impose encore de nouveau, donc aujourd'hui, en pleine forme, Jonathan Milan, le quadruple vainqueur d'étape sur le Giro, mais qu'on attend toujours de voir sur le Tour de France. Est-ce que ce sera cette année ou pas? En tout cas, il est en pleine forme, ça serait peut-être le moment de l'amener, hein. Jonathan Milan, qui s'impose donc aujourd'hui. Il devance donc la belle 2e place, hein, pour Michael Zilliard, le Hollandais de la Tudor Pro Cycling Team, et la non moins belle 3e place de Paul Penouet pour la Groupama FDJ. Mais bon, ça ne consolera probablement pas le bus de la Groupama avec l'abandon de David Gaudu. Olaf Koy 4e, Simone Consoni, le lanceur de Jonathan Milan, qui prend la 5e place. À Milan, il est fort, mais c'est aussi parce qu'il a un Consoni très fort. Sam Bennett qui vient prendre la 6e place. Jack Stewart pour Israel Première Tech 7e. Tim Van Dirk pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui termine 8e. Brian Cocard, il a lâché sur la fin. Il finit seulement 9e, juste devant Enrico Zanoncello, le sprinter italien de la Bardiani Faisene. Un peloton qui arrivait finalement quasiment groupé. Il n'y a que 3 coureurs qui sont arrivés derrière, et notamment Rob Guiss qui termine dernier de cette étape à 1 minute 24. Et puis donc 3 abandons. David Gaudu, on l'a dit, mais également Michael Valgren, hein, qui n'est finalement pas reparti, le coureur de l'IF Education Easy Post. Et puis également Tom Paco, le Belge de l'Intermarché Venti, qui a abandonné, mais lui on n'a pas vu pourquoi. Je ne l'ai pas vu pris dans une chute, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, 3 coureurs qui abandonnent, et surtout David Gaudu, quoi. C'est terrible. Il ne sera pas là sur ce Tirreno Adriatico. Au classement général, Filippo Ganna, évidemment, qui avait pris beaucoup d'avance hier, reste leader, mais il devance désormais Jonathan Milan, qui avec ses 12 secondes de bonif pris aujourd'hui, hein, le victoire et les 2 secondes sur le sprint intermédiaire, est désormais 3e à 19 secondes. Ayuso, 3e à 22 secondes de Filippo Ganna. Classement par points, par contre, là, c'est Jonathan Milan qui s'emporte de ce maillot dont il ambitionne de rester le tenant du titre de meilleur sprinter comme l'an passé. Il a 21 points, il devance Filippo Ganna et Juan Ayuso qui ont tous les deux 12 points. Au classement de la montagne, ce n'est pas Manuel Tarozzi, mais bel et bien Davide Baïs qui a pris 5 points au sommet de la seule difficulté du jour et qui devance son équipier Alessandro Tonelli et Manuel Tarozzi. Seulement 2 points. Lui qui a passé toute la journée tout seul en tête, qui a été le seul à avoir eu le courage de se montrer aujourd'hui. Et puis Jonathan Milan qui prend également le maillot de meilleur jeune des épaules de Juan Ayuso. Il compte désormais 3 secondes d'avance sur Ayuso et 10 sur Tiberi dans ce classement. Demain, ça ne sera pas pour Jonathan Milan, hein. C'est une étape beaucoup plus montagneuse avec 2 ascensions répertoriées avant l'ascension finale, des cols de 12 km à 4% et de 5 km à 4,6%. Et puis la montée finale, elle n'est pas très pentue, mais elle est longue. C'est 18,4 km à 3% de moyenne. Les derniers 5 km à 4% de moyenne, mais l'arrivée ne sera pas jugée au sommet, mais 5 km après le sommet, suite à une petite descente. Mais aussi, c'est une étape très longue, c'est 240 km demain. Donc ça, plus pas mal d'ascensions, la distance, l'ascension finale, peut-être une échappée, ça pourrait être pas mal pour aller au bout. Mais sinon, ça sera les favoris du général qui vont s'expliquer, même si, vu le pourcentage assez faible, ça va être compliqué de faire des gros écarts quand même. Il est possible que ce soit simplement un groupe de favoris qui se joue la victoire au sprint. On verra ça demain pour la 3e étape de Tirreno Adriatico. Salut à tous, salut à toutes.